Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Reining, directrice de recherche au CNRS et appartenant au Theoretical Spectroscopy Group, qui fait partie du laboratoire du solide irradié à l'Institut de Polytechnique de Paris. Bonjour. Vous présenter brièvement ainsi que votre laboratoire et votre domaine de recherche. Bien sûr. Alors, si je commence avec moi-même, je suis allemande et j'ai fait mes études en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, mon diplôme, donc l'équivalent du master en physique. Et puis, j'ai fait mon doctorat en Italie, à Rome. Et puis, après 5 ans à Rome, je suis venue en France pour faire un postdoc à Orsay. Et puis, je suis restée. Et donc, j'ai intégré le laboratoire des solides irradiés en tant que CNRS, où je fais ma carrière. Et le laboratoire des solides irradiés, c'est un laboratoire mixte. Donc, ça appartient au CEA, au CNRS et à l'école polytechnique. Et ça fait des expériences et de la théorie. Et le thème de recherche, c'est l'interaction entre les rayonnements et la matière. Donc, ça peut être un rayonnement, ça peut être la lumière, ça peut être des particules comme les électrons. Et on étudie comment la matière réagit à ce rayonnement. Et dans ce laboratoire, donc, il y a le groupe de spectroscopie théorique. Spectroscopie théorique, ça veut dire on est tous des théoriciens. Et spectroscopie, vous savez, on regarde donc comment la matière réagit avec les rayonnements et surtout qu'est-ce qu'on peut comprendre de la matière quand on regarde sa réponse au rayonnement. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consistent les méthodes de Density Functional Theory ainsi que Green's Functional Theory et présenter leurs avantages respectifs? Bien sûr. Alors, je vais faire un petit détour. Je vous disais qu'on fait la spectroscopie théorique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis là une image. Il y a donc toutes les réactions des matériaux à la lumière et qu'est-ce qu'on peut en comprendre ou comment on peut les utiliser. Par exemple, vous voyez le photovoltaïque, le stockage de données optiques, la photosynthèse, la couleur des matériaux, tout ça, c'est la spectroscopie théorique. Et en principe, nous savons très bien comment calculer ces choses-là parce que vous connaissez l'équation de Schrödinger, vous faites la physique quantique. Ici, dans un matériau, nous avons beaucoup d'électrons et donc l'équation de Schrödinger, c'est une équation de Schrödinger pour tous les électrons au même moment. Et donc, vous voyez, nos fonctions d'onde, elles dépendent des coordonnées de tous les électrons. Donc, en principe, on sait comment calculer ça. En pratique, il n'y a aucun espoir. Et donc, nous, théoriciens, ce qu'on veut faire, c'est de trouver des façons de rendre ce problème abordable analytiquement ou par l'ordinateur. Et donc, quand vous calculez la propriété d'un matériau, vous devez simplement, disons, résoudre l'équation de Schrödinger, déterminer la fonction d'onde de tous ces électrons, qui est une fonction d'onde pour tous les électrons ensemble. On ne peut pas séparer les électrons parce qu'ils interagissent, et en plus, on ne peut pas les distinguer, c'est des fermions. Donc, vous avez ces énormes objets, et vous devez calculer l'intégrale que je vous ai mis ici. Donc, c'est l'intégrale de l'opérateur qui représente votre observable, par exemple la probabilité d'absorber la lumière et ses fonctions d'onde. Donc une expression qui est en principe très simple, vous pouvez l'écrire très simplement, simplement on ne peut pas la calculer parce qu'elle dépend de trop de coordonnées. Et donc, nous devons chercher une façon de rendre ce problème calculable. Et une voie qu'on peut prendre, c'est les fonctionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on cherche une expression qui n'est pas cette expression simple qui dépend d'un objet très compliqué, mais on dit, est-ce que l'observable ne peut pas dépendre aussi de quelque chose d'autre qui est plus simple que la fonction d'onde? Et la réponse, c'est que oui. La théorie de la fonctionnelle de la densité vous dit que, en principe, il existe une autre expression où l'observable peut être calculé comme fonctionnel de la densité, c'est-à-dire ce n'est pas simplement une intégrale de l'opérateur de cette fonction O avec la densité, c'est une expression beaucoup plus compliquée qu'on ne connaît pas, mais si on l'avait, on pourrait l'utiliser pour calculer la même observable, donc la même grandeur. Et le grand avantage, c'est que la densité, n ici, elle est beaucoup plus simple que la fonction d'onde psi, parce que la fonction d'onde, elle dépend de coordonnées de chaque électron, et la densité, elle dépend uniquement du endroit où vous regardez. Donc, un seul point. Un seul point par rapport à 10 puissance 23, ça fait une énorme différence.
Donc, ce que vous devez mettre dedans, ce que vous devez connaître, c'est la densité. C'est un objet très simple. L'expression, elle va être hyper compliquée. Vous ne la connaissez pas. On va trouver des approximations. Maintenant, c'est très difficile de trouver ces approximations. C'est toute la recherche dans la théorie de la fonction de la densité, où nous travaillons aussi. Quelquefois, c'est tellement difficile pour certains observables, notamment pour les spectres, qu'on fait une espèce de compromis. Alors, on dit, d'un côté, j'ai la fonction d'onde. Elle est très compliquée, elle est trop grande, on ne peut même pas la enregistrer. Mais je peux calculer avec ça, si je n'ai pas beaucoup d'électrons, 1, 2, 3, 4, comme ça, je peux calculer des petites molécules, ça va. Et il y a des méthodes, surtout en chimie quantique, où on fait ça. D'autre part, j'ai la densité qui décrit aussi mon système, elle est beaucoup plus simple. Je peux faire des matériaux beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus d'électrons, mais je vais toujours devoir faire des approximations et quelquefois des approximations très graves parce que je ne connais pas l'expression. Et donc, au milieu, on peut avoir d'autres objets qui sont un peu moins simples que la densité, qui sont toujours plus simples que la fonction d'onde et où trouver les expressions, c'est un peu plus simple que pour la densité, c'est toujours plus compliqué que pour la fonction d'onde. Et un de ces objets-là, c'est la fonction de Green. Vous voyez, elle dépend de 2 variables de l'espace et de 2 temps. Et donc, elle est beaucoup plus simple que la fonction d'onde qui dépend de 10 puissance 23 pour un matériau variable et un peu plus compliquée que la densité. Et donc, on fait des fonctionnels, on cherche les expressions des fonctions de Green. Et donc, vous voyez bien les avantages et les inconvénients. Plus l'objet que vous mettez dedans est simple, plus c'est compliqué de trouver l'expression qui après vous donne le résultat. Mais le calcul est beaucoup plus simple. Donc, dans quel cadre s'inscrit la méthode Connector Theory que vous avez développée et quelle est la différence dans la complexité des différentes méthodes et leur temps de calcul? Donc, comme vous dites, je voudrais commencer par dire que c'est effectivement, on est un team et je trouve que c'est très important de souligner comment naît une nouvelle approche ou une nouvelle théorie. C'est très souvent un travail collectif et ici, je vous ai mis la photo de mes collaborateurs, donc Ayub Bawina, Marco Vanzini, Martin Panholz et Matteo Gatti. Et on a beaucoup discuté et ça a pris quelques années pour arriver à une chose qu'on peut vraiment utiliser aujourd'hui. Donc, un travail un peu conceptuel. Et en fait, on a cherché un nouveau concept de comment on peut traiter ce problème que je vous ai déjà expliqué avant, très compliqué, de décrire un matériau et sa réponse à la lumière, par exemple, quand vous avez tellement d'électrons qui sont tous en interaction. Donc, on s'intéresse aux matériaux réels que j'ai un peu dépictés ici, un peu compliqués. Et pour simplifier le problème, très souvent, les gens utilisent des modèles. Donc, c'est quelque chose qui peut-être ressemble au matériau, mais qui est beaucoup plus simple. Et donc, la propriété que vous n'arrivez pas à calculer dans le matériau, vous essayez de calculer dans le modèle. Alors, ça va plus vite, mais bien sûr, c'est moins précis. Et quelquefois, c'est même très erroné. Et on n'a pas vraiment la chose sous contrôle. Parce que pour savoir à quel point c'est bon, il faudrait savoir qu'est-ce qui est important dans le matériau, qu'est-ce qui n'est pas important. Et quelquefois, on n'y arrive pas. Et donc, on s'est dit, au fond, c'est une très jolie idée d'utiliser des modèles. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça en principe exactement? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait trouver un modèle qui est plus simple que le matériau réel, mais pour une certaine propriété, il donne vraiment le résultat exact? Et est-ce qu'on peut trouver ces modèles de façon systématique? Alors, certainement, ce n'est pas possible de remplacer tout un matériau par un modèle. Si on voudrait toutes les propriétés partout dans le matériau avec un modèle, on trouverait certainement une contradiction. Donc, ce qu'il faut déjà faire, c'est de dire, d'accord, pas dans le matériau partout, mais peut-être dans un certain endroit, je peux avoir une propriété que je peux remplacer par un certain modèle. Alors, ce concept d'un certain endroit, vous pensez tout de suite à l'espace réel, à l'endroit ici ou ici. Il faut un peu le généraliser. C'est un espèce de espace abstrait. Donc, ça peut être dans l'espace réciproque, par exemple. Vous connaissez l'espace réciproque avec les vecteurs G et K, hein, d'une maille réciproque. Ça peut être n'importe quel espace. Donc, dans cet espace-là, on peut dire qu'à un certain endroit dans cet espace, on peut prendre un modèle
Et peut-être à un autre endroit dans cet espace, il y a un autre modèle qui représente bien la propriété qu'on cherche. Et donc, cette connexion entre l'espace dans le matériau réel et le modèle qu'il faut choisir, on a appelé ça le connecteur. Donc, évidemment, pour chaque observable, pour chaque propriété, ce connecteur va être différent. Si vous voulez ici la réflectivité dans cet espace abstrait, ou si vous voulez la conductivité, vous n'utiliserez probablement pas le même modèle pour trouver la réponse exacte. On cherche donc ce connecteur qui va être spécifique pour chaque observable. Et le grand avantage qu'on a vu dans une telle approche, c'est que si vous trouvez ce connecteur, alors ça veut dire que vous pouvez calculer cette série de modèles. C'est une série de modèles, donc elle dépend de paramètres, une fois pour tout. Vous pouvez les calculer très, très bien. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous aimez bien, même le machine learning maintenant. Et vous pouvez enregistrer les résultats, vous pouvez faire des beaux tableaux, et après vous pouvez le donner à tout le monde peut l'utiliser. Et chaque fois que vous voulez calculer un nouveau matériau, vous utilisez la table que vous avez déjà calculée. Et ça, pour nous, c'est une approche écologique, parce qu'on fait les calculs une fois, et après, on les utilise avec la prescription qu'on appelle connector. Alors, c'est clair que c'est une espèce de rêve, parce que quand vous ne connaissez pas la réponse exacte dans le matériau réel, vous ne connaissez pas les connecteurs exacts. Et donc, la deuxième partie d'une théorie, quand vous travaillez dans notre domaine, c'est toujours de proposer comment on pourrait trouver des approximations qui sont très bonnes et qui sont systématiques. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas content avec le résultat, vous pouvez le faire mieux avec une stratégie très claire. Et donc, notre stratégie, c'est la suivante. On dit, on n'est pas capable de calculer le matériau réel ni le exact connector, mais on est capable de calculer le matériau avec une certaine approximation. Je l'ai mis rose. Donc, ça symbolise une approximation. Peut-être même très simple, qui donne un résultat peut-être même assez mauvais. Mais c'est une approximation comme la théorie des perturbations, Taylor expansion, quelque chose que vous connaissez bien. Et le grand truc, c'est qu'on fait la même approximation sur toute notre série de modèles, qui est devenue rose aussi. Donc, bien qu'on soit en principe capable de calculer le modèle exactement, maintenant, on fait une approximation. Et comme on a maintenant la série de modèles et on a le matériau réel d'une façon approchée, on peut déterminer le connecteur approché. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre connecteur approché et on l'utilise au lieu du connecteur exact. Donc, on retourne au matériau réel et à la série de modèles qu'on a calculés aussi exactement. Et pour faire la connexion entre les deux, on utilise le connecteur exact, approximé, excusez-moi. Donc, l'approximation réside dans le connecteur. Et maintenant, vous pouvez bien sûr dire, mais c'est très tordu, n'est-ce pas? Alors, on a le modèle exact, on a le modèle avec une approximation, on a le matériau réel avec une approximation et le matériau réel qu'on voudrait vraiment. Mais il s'avère que quand vous faites la même approximation sur le matériau réel et sur le modèle, il y a des erreurs qui s'éliminent entre eux. Il y a une grande partie de l'erreur qui s'élimine entre eux. Et donc, ce connecteur, qui est un connecteur avec une approximation, est en fait pas trop loin du connecteur exact à cause de cette élimination d'erreurs. Et quand on utilise à la fin pour connecter à partir du modèle exact, on trouve des résultats qui sont beaucoup meilleurs que si vous faites l'approximation directement sur le matériau réel. Et le temps de calcul est strictement le même parce que le grand travail est fait une fois pour tout, ça ne compte plus, le modèle est fait. Quelqu'un l'a même fait pour vous, peut-être, vous pouvez l'utiliser, les tableaux. Et côté matériau réel, vous calculez uniquement l'approximation. Et donc, vous pouvez comparer le résultat que vous obtenez en calculant juste l'approximation, ce que tout le monde fait, avec le résultat que vous obtenez en calculant la même approximation, mais en utilisant le connecteur pour arriver ici. Et on a vraiment trouvé que les résultats sont beaucoup meilleurs pour le même prix. Alors, suite à ce que vous avez expliqué, quels sont les observables typiques que l'on peut calculer avec la Connector Theory
Et ensuite, votre méthode peut-elle s'appliquer à d'autres systèmes que ceux présentés dans votre article? Oui, alors en principe, notre méthode est complètement générale. On a essayé de faire une théorie très générale et j'ose dire, on pourrait calculer n'importe quel observable dans lequel vous êtes intéressé. Maintenant, c'est toujours facile de dire on peut le faire quand on ne l'a pas fait. Donc, il faut peut-être parler de ce que nous, on a déjà fait. Alors, on est encore en phase de développement de théorie. On est encore en phase de faire des expériences, si vous voulez, de regarder où sont les difficultés. Mais on a quelques approximations, quelques applications en cours. Notamment, on travaille pour le photovoltaïque. Et donc, pour le photovoltaïque, on fait deux choses en ce moment. Une est qu'on est intéressé à la dynamique des charges aux interfaces. Quand vous faites une cellule photovoltaïque, vous avez différents matériaux que vous mettez ensemble et vous êtes intéressé, par exemple, par le processus où il y a un des matériaux qui absorbe la lumière. Et vous créez des paires électrons-trous, donc vous mettez des électrons, disons, de la bande de conduction, et puis vous voulez séparer les charges qui doivent donc bouger parce que vous voulez faire un courant électrique. Vous créez une tension. Donc, vous avez une migration des électrons, disons, qui vont quelque part et des trous et qui doivent traverser une interface ou pouvoir se séparer à l'interface. Et vous voulez donc savoir comment les électrons et les trous bougent, comment les charges bougent aux interfaces. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à calculer parce qu'aux interfaces, le matériau est très complexe. Et en plus, vous devez faire ça dans le temps. Donc, une évolution dans le temps. Et donc, cette évolution de la charge dans le temps est un des domaines où nous avons commencé à appliquer notre théorie avec des résultats très prometteurs. Donc, ça, c'est un projet en cours. Et un autre projet en cours, toujours pour le photovoltaïque, c'est d'appliquer ça au simple calcul de la structure de bande. Donc, naïvement, quand vous voulez calculer des niveaux d'énergie, vous diagonalisez un hamiltonien. Quand l'hamiltonien est trop grand, évidemment, c'est très, très coûteux. Alors, il y a des méthodes pour trouver, par exemple, les premiers niveaux énergétiques sans faire une diagonalisation complète, mais c'est encore trop coûteux. Et donc, nous essayons d'obtenir la structure de bande d'un matériau sans vraiment passer par tout ce grand calcul, mais en utilisant notre approche. Donc, avec des modèles qui peuvent être, par exemple, le gaz d'électrons homogène, ou bien nous essayons en ce moment d'utiliser le modèle de Kronig-Penney, que vous avez peut-être aussi eu en cours. Donc, un modèle où toutes les potentiels, c'est des fonctions de delta. Très simple. Et donc, nous construisons des cristaux modèles avec des potentiels modèles où nous calculons la structure de bande pour avoir la structure de bande dans le matériau réel. Alors, en ce qui concerne les matériaux, on a là aussi, en principe, la possibilité d'aborder n'importe quel matériau. Pour le moment, on reste un peu sur le simple, parce que si on veut comprendre si une nouvelle théorie marche, il faut déjà avoir des cas simples où on est sûr que, par exemple, si vous trouvez une différence avec l'expérience, ce n'est pas dû au fait que dans le matériau, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas prévu. Donc, pour les interfaces, par exemple, on utilise un oxyde de vanadium, qui est un matériau en couche, qui fait donc des interfaces naturelles, très simples, très parfaites. Et on regarde ça. Et on a aussi toute une batterie de matériaux qu'on regarde habituellement, comme le silicium, par exemple, qu'on connaît bien, qui est aussi très utilisé dans le photovoltaïque et qui nous enseigne beaucoup de choses. Et sinon, on regarde aussi des matériaux qui sont des solides de gaz rares, que là aussi, c'est simple et c'est intéressant parce qu'entre les atomes, qui sont des atomes sphériques, on a une attraction faible qui est normalement assez difficile à décrire. Donc, ça nous intéresse aussi. On a aussi, en fait, des applications très théoriques. Alors, on a parlé au début de la théorie de la fonctionnelle de la densité et de la difficulté de trouver des fonctionnels. Et ce qu'on fait aussi avec notre approche, c'est de chercher des nouvelles fonctionnelles pour la théorie de la fonctionnelle de la densité. Et notamment, on a trouvé un potentiel d'échange et corrélation. Donc, c'est le potentiel effectif dont vous avez besoin si vous voulez décrire la
si vous voulez calculer la densité avec une espèce d'équation à Schrödinger effective à particules indépendantes qui vient de la DFT, qu'on appelle l'équation de Kuhn-Sham, vous avez besoin d'un potentiel effectif qu'on ne connaît pas. Et donc, nous avons cherché une nouvelle fonctionnelle pour ce potentiel effectif et nous avons des résultats très prometteurs de ce côté-là. Donc, notre idée est en fait née en parallèle avec une approximation à la théorie de la fonctionnelle densité qui s'appelle l'approximation à la densité locale. Ça nous a inspiré et maintenant nous l'utilisons pour faire mieux que la LDA. Compte tenu de ce que vous nous avez expliqué, est-ce que vous pouvez commenter les diagrammes d'erreur page 20 de votre article? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on a essayé de calculer ici, c'est la matrice densité. Et on a essayé de faire ça en utilisant l'approximation connector. Donc, sur la gauche, vous avez la matrice densité, l'erreur de la matrice densité, parce qu'on a pu la calculer exactement pour le système qu'on a choisi. C'est un système qu'on a inventé, donc un petit système. Donc, vous avez des erreurs. Et à gauche, vous avez des erreurs que vous obtenez quand vous faites directement une approximation comme tout le monde le ferait. Dans ce cas-là, nous avons utilisé simplement un développement en série. Donc, premier ou deuxième ordre. Donc, vous prenez votre matrice densité, vous faites un développement en série et vous voyez les erreurs. Et donc, plus c'est jaune, plus l'erreur est grande. Et quand vous faites un développement en série, vous pouvez choisir jusqu'à quel ordre vous allez et autour de quel point vous développez. Et donc, vous avez différentes possibles erreurs. Et à droite, vous avez ce qu'on obtient si on utilise la théorie de connector. Et vous voyez, par exemple, dans le premier tableau à droite, en haut, qu'on a, avec la même approximation par rapport à la gauche, une erreur plus faible. Alors maintenant, avec cette approche connector, on avait une question que je vais vous expliquer ensuite avec un slide. Et la question, c'était que si le modèle est plus compliqué, comment on fait à trouver donc, les meilleurs paramètres du modèle? Alors, je vais peut-être passer à mes slides, si vous me laissez passer mes slides. Donc, on va revenir à notre méthode. Je vous rappelle qu'on a le matériau réel et on a une série de modèles. Et série de modèles, ça veut dire que vous avez un modèle qui est décrit par un paramètre. Ça peut être, par exemple, le modèle peut être un système complètement homogène et son paramètre, c'est sa densité. Donc, c'est un paramètre. Mais rien ne nous empêche de prendre des modèles qui ont plusieurs paramètres. Ça veut dire des modèles plus compliqués. Parce que comme l'idée, c'est de calculer les modèles une fois pour tout, vraiment une fois pour tout, alors on peut se permettre de faire le modèle plus compliqué. Ça va coûter plus cher de le calculer. Mais comme on le fait qu'une fois, c'est pas grave. Et plus le modèle est compliqué, plus on a bien sûr l'espoir qu'il soit proche du matériau réel et que donc notre approche donne une réponse meilleure. Et donc, j'ai symbolisé ça ici. Maintenant, on a un modèle plus compliqué. Donc, on a une couleur, on a aussi, par exemple, une périodicité. Là, on a des points avec une périodicité. Donc, on a plusieurs paramètres. Et maintenant, il faut trouver comment changer ces paramètres pour représenter un point donné dans le matériau réel. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, généralement, vous avez des équations, parce qu'on fait ça très formellement avec la mathématique, vous avez des équations qui ont plus d'une solution. Et l'autre problème, c'est de trouver quelle est la meilleure solution. Et ça, c'était donc le but de la figure que vous avez montrée tout à l'heure. On avait différents résultats pour le connector qu'on a obtenus en utilisant un modèle un peu plus compliqué. Il avait donc 3 paramètres. Et on s'est dit, lequel des paramètres faut-il vraiment ajuster et quels paramètres faut-il tenir fixes et s'il faut les tenir fixes, avec quels critères pour obtenir le meilleur résultat connector. Donc, c'est notre premier travail pour explorer comment choisir une approximation connector quand le modèle est plus compliqué et contient plusieurs paramètres. Et vous vous rappelez peut-être que dans la figure, on avait des résultats très bons et des résultats très mauvais. Et ça nous a enseigné beaucoup de choses. On apprend surtout des résultats très mauvais.
À partir des données présentées dans le tableau à la page 24 de votre article, pouvons-nous prédire si une méthode sera plus favorable qu'une autre? Oui, alors vous voyez déjà qu'on a exploré ici différentes choses. Alors, on a calculé l'énergie d'échange que vous connaissez de votre cours Hartree-Fock. Et cette énergie d'échange, elle a besoin de la matrice densité qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on a utilisé nos approximations pour la matrice densité pour calculer l'énergie d'échange pour deux matériaux, le hélium solide et le silicium. Et la différence entre les deux matériaux, c'est que le hélium solide, c'est vraiment des atomes presque isolés, qu'on met ensemble. Et le silicium, c'est un matériau où, quand on met les atomes ensemble, ils font des liaisons. Et donc, le matériau est plus homogène que l'hélium. Le modèle qu'on a utilisé ici, c'est le gaz d'électrons homogène. Et donc, de ce que je dis, vous voyez déjà qu'il est beaucoup plus proche du silicium que du hélium. Et donc, quand on regarde les résultats, on va tout de suite, par exemple, si vous allez sur la ligne, la quatrième ligne, où c'est écrit CT, donc Connector Theory, Single Electron, okay, vous voyez qu'on a une erreur de 51% pour le hélium et 6% pour le silicium. Donc, la même approximation, le silicium est beaucoup mieux et on va confirmer notre idée, c'est que plus le matériau est similaire au modèle que vous avez utilisé, meilleur est le résultat. Parce que notre approche bénéficie de deux choses. Une est, si le modèle est proche du matériau réel, on a un bon résultat, et si l'approximation est bonne, on a un bon résultat. Okay, donc ça, c'était assez compréhensible. Et on a aussi comparé ici direct. Alors, direct, ça veut dire que vous utilisez votre approximation sur le matériau, comme tout le monde fait, et vous ne faites rien d'autre. Vous n'utilisez pas Connector Theory. Et vous voyez qu'avec les approximations qu'on a choisies, et qu'on a vraiment choisies exprès, vraiment très, très simples, des approximations très, très simples, très, très mauvaises, on a des erreurs énormes dans les deux matériaux. Des erreurs de 500%, c'est simplement pas acceptable. Et donc, vous comparez l'erreur qu'on utilise cette approximation directement, ou on l'injecte pour calculer le connecteur, et vous voyez, on a un facteur 100 sur l'erreur, sur le pourcentage d'erreur. Donc ça nous a aussi beaucoup fait plaisir, évidemment, parce que ça veut dire que c'était une bonne idée. Et vous voyez aussi que cette réduction d'erreur est donc de nouveau beaucoup plus énorme sur le silicium que sur le hélium, parce que le modèle qu'on a choisi, il est très, très simple aussi. Donc le gaz d'électron, il est plus proche du silicon que du hélium. Alors ensuite, vous pouvez continuer l'analyse. On ne va pas faire ça tout ça, vous pouvez le faire tout seul. Il y a différentes approximations. Pourquoi certaines approximations sont meilleures et donnent plus de satisfaction dans le hélium, par exemple, que dans le silicium. Vous voyez le Direct Single Electron Approximation. Ça veut dire qu'on fait semblant qu'un électron vit tout seul. Ça marche beaucoup mieux pour le hélium que pour le silicone. Parce que dans le silicium, les électrons, ils travaillent ensemble et ils veulent faire des bondes. Il y en a plein qui sont dans une maille élémentaire. Dans le hélium, vous avez vraiment des atomes isolés avec peu d'électrons, donc c'est clair que c'est un peu plus raisonnable, et ainsi de suite. Donc, on fait ces tableaux pour bien analyser, pour vérifier si nos prévisions sont correctes et pour trouver d'éventuelles choses bizarres qui nous enseignent encore plus sur notre théorie et comment il faut l'améliorer. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et merci surtout de nous avoir consacré du temps. Voilà. Merci à vous, c'est un grand plaisir.